Bonjour tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès des hongarophones qui suivent la chaîne. Je ne parle pas hongrois et j'ai donc naturellement des difficultés à prononcer les noms des protagonistes de cette histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels athlètes hongrois vous aimeriez voir sur la chaîne. C'est parti. 1956, Melbourne. Le match de water-polo le plus célèbre de l'histoire est sur le point de commencer. Mais avant de parler de ça, revenons sur les causes des tensions présentes dans la piscine olympique. 1953 est l'une des années les plus importantes de l'après-guerre en politique internationale. Elle est marquée entre autres par la fin de la guerre de Corée, le couronnement de la reine Elisabeth II, la montée au pouvoir de Nasser en Égypte et surtout la mort du dirigeant soviétique Joseph Staline. Son successeur au poste de premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, délivra le discours communément nommé discours secret en février 1956, critiquant fermement la vision politique de Staline. La scission entre les staliniens et les éléments libéraux du parti va avoir des répercussions au-delà des frontières russes, et notamment en Pologne et en Hongrie, où des revendications sociales et nationales s'ajoutent à la critique anti-stalinienne. L'année 1956 marque une série de révoltes sans précédent de l'autre côté du rideau de fer. Les manifestations polonaises d'octobre connaissent une issue relativement positive, puisque le conflit armé est évité et que les opposants obtiennent certaines concessions, notamment sur les salaires et la liberté de culte, malgré un retour de la mainmise soviétique sur le pays. La situation est tout autre en Hongrie, où l'hégémonie communiste sur le pays est plus récente et plus ferme, sous la poigne du dirigeant Mátyás Rákosi, démis de ses fonctions par le Kremlin en juillet 1956. Cette mesure est insuffisante pour stopper la colère qui monte contre le régime et l'AVH, la police politique du parti dont la violence ne fait qu'attiser les manifestations. L'AVH peine à faire régner l'ordre lors de manifestations étudiantes en soutien à la Pologne. On découpe les armoiries soviétiques du drapeau hongrois en signe de protestation. Ce drapeau libéré du joug communiste devient le symbole d'une contestation de plus en plus importante. L'aide de l'armée est sollicitée par la police politique. L'armée hongroise est divisée entre les deux factions. La guerre civile semble inévitable. L'insurrection commence le 23 octobre. Alors que les troupes hongroises semblent prendre le dessus sur l'armée soviétique stationnée dans le pays, une centaine d'athlètes hongrois se mettent en route pour Melbourne, où ils vont participer aux Jeux olympiques d'été, les premiers ayant eu lieu dans l'hémisphère sud. Les athlètes qui partent à l'autre bout du monde doivent faire de nombreuses escales et n'ont pour la plupart pas eu la possibilité de s'entraîner en raison des conflits qui ont eu lieu dans leur pays. La Hongrie est l'une des grandes nations du sport mondial au milieu du XXe siècle. Les Magyars finissent à la 3e place du tableau des médailles des Jeux d'Helsinki en 1952, derrière les Américains et les Soviétiques. 2 ans plus tard, l'équipe de Hongrie de football, menée par le légendaire Ferenc Puskás, échoue en finale de la Coupe du Monde face à la RFA, dans ce que les Allemands appellent le miracle de Berne, tant l'équipe magyare domine le football mondial. Signe des troubles que sont en train de vivre le pays, l'équipe hongroise de football annonce sa non-participation aux Jeux Olympiques en septembre 1956. Les athlètes hongrois qui vont participer aux Jeux le font dans des conditions peu propices aux performances sportives. À leur arrivée à Melbourne, les athlètes prennent connaissance de l'issue tragique de la révolte de Budapest. Nous y reviendrons. Malgré toutes ces conditions défavorables, les sportifs du pays vont réaliser une campagne olympique mémorable. Les Hongrois remporteront un total de 26 médailles dont 9 titres. Ils terminent à la 4e place du classement des médailles derrière les Soviétiques, les Américains et les Australiens. La gymnaste Agnes Keleti, née à Budapest, fut l'athlète la plus titrée des Jeux avec 4 médailles d'or. Keleti, qui a fêté ses 100 ans en 2021, est aujourd'hui la championne olympique la plus âgée au monde. En l'absence des footballeurs, les joueurs de water-polo sont l'équipe hongroise à suivre dans ces Jeux. La Hongrie est la nation dominante du water-polo mondial et a gagné 3 des 4 éditions précédentes. Après être facilement sortis des poules, les Hongrois affrontent 5 autres pays dans un mini-championnat pour décider du titre. Avant leur avant-dernier match, ils ont remporté toutes leurs confrontations. S'ils gagnent contre l'Union soviétique, ils seront assurés de finir au moins 2e. Pour l'équipe magyare, la portée de ce match dépasse largement celle du sport. Si les soviétiques qui leur font face sont de simples athlètes, ils représentent l'oppression communiste aux yeux de leurs adversaires. Un athlète du pays raconta plus tard qu'il n'y avait aucune agressivité entre les athlètes des deux pays, avant leur arrivée à Melbourne. Ceci changea du tout au tout lorsque les Hongrois apprirent ce qui s'était passé le 4 novembre. Si peu de gens en Australie imaginent la portée symbolique d'une confrontation URSS-Hongrie, l'affluence à la piscine olympique montra à tous l'importance de l'événement. Les 5000 places étaient occupées, principalement par des expatriés hongrois. Du côté des joueurs, les Hongrois avaient prévu de provoquer leurs adversaires en les insultant en russe, langue qu'ils avaient apprise à l'école. Le match débute sous une tension palpable. À 2-0 pour les Hongrois, un coup de poing du russe Boris Markarov sur Antol Belvari déclencha une série de bagarres. À la toute fin du match, alors que les Hongrois mènent 4-0, Ervin Zador subit un coup qui lui perça l'arcade sourcilière. La vue du sang suffit pour faire éclater la colère des spectateurs, qui se précipitèrent au bord de la piscine pour en découdre avec les poloïstes soviétiques. Il fallut l'intervention de la police et l'arrêt du match pour calmer la foule et permettre aux athlètes de sortir sans conséquence. Les images du visage ensanglanté de Zador, symbole de ce qui s'était passé un mois auparavant,
fit le tour des médias internationaux qui en firent une couverture presque aussi large que les événements de Budapest. Les Hongrois, privés de Zador, gagnèrent la compétition grâce à une victoire dans leur dernier match contre la Yougoslavie sur le score de 2-1. La Yougoslavie, nation à part du bloc de l'Est, est la seule à l'ouest de Moscou à avoir réussi à garder son indépendance. Symbole de la singularité du pays, un télégramme de son dirigeant, Josip Broz Tito à Staline, sur lequel était écrit « Staline, arrête d'envoyer des hommes pour me tuer. J'en ai déjà capturé 5, dont un avec une bombe et un autre avec un fusil. Si tu n'arrêtes pas d'envoyer des assassins, j'en enverrai un à Moscou. Et je n'aurai pas besoin d'en envoyer un deuxième. » Malheureusement pour les Hongrois, la situation est différente à Budapest. Quelques jours après le départ des athlètes pour Melbourne, l'armée rouge avait encerclé le pays. Le gouvernement provisoire tenta de demander de l'aide aux pays occidentaux. Cet appel fut sans réponse. D'une part en raison du risque trop grand d'un conflit ouvert avec l'URSS, d'autre part en raison de l'embourbement de la France et du Royaume-Uni dans la crise du canal de Suez, qui focalise alors l'attention de la majorité des observateurs internationaux. Le 4 novembre 1956, l'armée rouge entre dans la capitale hongroise, seulement 12 ans après la bataille de Budapest de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 1000 tanks de l'armée rouge roulent sur la ville, mettant fin aux révoltes de l'année 1956 en Europe de l'Est. La prise de la ville est rapide, mais brutale. Le Premier ministre Imre Nagy fuit à l'ambassade de Yougoslavie de Budapest, mais est finalement capturé, jugé en secret puis exécuté en 1958. Pendant les Jeux, près d'un tiers des athlètes hongrois présents à Melbourne essayent d'obtenir l'asile politique auprès de différentes ambassades occidentales, sans succès. C'est finalement Henry Luce, directeur du magazine Sports Illustrated, qui a offert son soutien à l'asile politique pour tous les sportifs du bloc de l'Est qui le désiraient. Une trentaine d'athlètes prirent la décision de partir aux États-Unis. La plupart d'entre eux ne revirent jamais leur terre natale. Ce fut le cas pour Ervin Zador, qui émigra aux États-Unis, ainsi qu'Agnes Keleti, qui obtint la nationalité israélienne. L'équipe hongroise de water-polo continue à être dominante aux éditions suivantes, remportant le titre olympique en 1964 et 1976, sous un drapeau floqué des armoiries soviétiques. La mémoire du Premier ministre Imre Nagy fut réhabilitée en 1989. Les dernières troupes soviétiques quittèrent le pays en juin 1991. En 2000, l'équipe hongroise de water-polo remporte sa première victoire olympique depuis la chute de l'URSS. Sur le podium, les joueurs hongrois portent le drapeau de leur pays, libéré de l'emblème soviétique. Tout un symbole, cette victoire eut lieu elle aussi en Australie, lors des Jeux de Sydney. La Hongrie reste à ce jour le pays numéro 1 du water-polo masculin mondial, avec 9 titres olympiques au total. J'aimerais conclure cette vidéo en soulignant qu'il est facile, en regardant cette histoire, de tracer un parallèle entre la prise de Budapest du 4 novembre 1956 et le match de water-polo du 6 décembre de la même année. Le courage des athlètes hongrois face à l'adversité mérite à mes yeux respect et admiration. N'oublions pas trop vite cependant que la vie des athlètes soviétiques présents dans la piscine olympique était sans doute plus proche de celle de leurs homologues hongrois que ce que les distances temporelles et culturelles ne peuvent nous laisser entrevoir. Comme disait Alexandre Solzhenitsyn, peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Ça aiderait vraiment énormément la chaîne. En attendant, je me permets de vous souhaiter une excellente journée et à bientôt sur Hors Normes, sportif de légende.